Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Ce matin, le président Emmanuel Macron se rendra à l'hôtel des Invalides pour une première commémoration nationale des 42 Français tués le 7 octobre en Israël. Comment écrire la mémoire de victimes d'un conflit toujours en cours? Bonjour Denis Péchanski. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, co-responsable scientifique du programme 13 novembre, président du Conseil scientifique et d'orientation de la mission du 80e anniversaire de la Libération. Et c'est pour cette raison que je voulais dialoguer avec vous ce matin, parce qu'on croise toutes ces problématiques aujourd'hui. J'ai sous les yeux la une du journal Le Parisien qui montre ces photos de quelques-unes de ces victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre. Peut-être tout d'abord un mot sur le lieu où va avoir lieu cet hommage, la cour des Invalides, sur la façon dont il va être rendu 4 mois après les attentats. Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Péchanski ? Ça me dit que le président de la République a voulu donner une importance particulière à cette cérémonie. Ça fait écho à l'hommage qu'il avait donné à Beltrame. Donc ce lieutenant-colonel devenu colonel qui a donné sa vie pour sauver des otages et singulièrement une caissière dans un supermarché qui était menacée et prise en otage par un terroriste qui avait déjà fait plusieurs morts. Et d'ailleurs, on a le procès en cours sur les complices présumés de l'assassin de Beltrame. Et oui, il a voulu donner une dimension particulière. On a quelques lieux comme ça, comme les Invalides, le Panthéon, qui sont les lieux de l'hommage de la République au présent et à l'histoire. On a cette une du Parisien avec des photos de ces victimes qui sont souriantes, qui sont saisies dans des moments heureux de leur existence, comme on le fait souvent dans des photos souvenirs. Ça renvoie à aujourd'hui un certain nombre de gros mots que l'on connaît. On les a connus pour le 11 septembre 2001, on les a connus aussi pour le 13 novembre, Denis Péchanski. Oui, bon. En fait, je dirais il y a deux origines. La première, bon, évidemment, on pense au 11 septembre. Bon. C'est la matrice du XXIe siècle, en quelque sorte, et on a vu toutes ces victimes du 11 septembre et qui sont encore évidemment honorées aujourd'hui dans le mémorial qui se trouve à New York. On a tous les noms qui sont marqués. Et cette deuxième remarque, justement, porte sur cette tradition de ne pas oublier en nommant. Si on nomme, on n'oublie pas. Et on retrouve partout cette tradition. Je pense au mémorial de la Shoah, où on a le mur des noms. Est-ce que c'est celui-ci qui l'a inauguré, justement, ce mur des noms, ces cérémonies, le jour du souvenir de la Shoah, où on dit le nom des victimes ? Il y a d'autres... c'est une tradition très ancienne, mais en particulier dans l'histoire, la culture juive, oui, bien sûr. Et ça reste, encore une fois, comme un modèle, comme l'idée que ne pas nommer, c'est les tuer une deuxième fois. Et ça, on le retrouve partout. Lorsque l'on voit ces photos, on voit des destins singuliers, on voit aussi qu'il y a ce rapprochement avec le 13 novembre. Alors c'est un rapprochement complexe, il a été fait par les autorités israéliennes dans un contexte où, bien entendu, il y a des discours de communication, des discours de politique, des discours qui s'insèrent dans un récit destiné là aussi à avoir, disons, une influence sur les opinions publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Péchanski ? Mais moi, comme chercheur, travaillant sur la mémoire du 13 novembre, et étant évidemment, puisqu'on interviewe 1000 personnes à 4 reprises de 2016 à 2026,
Je les ai rencontrés, là, après le 7 octobre. Et je vois l'impact. Et comme je travaille avec Francis Eustache, qui est neuropsychologue, sur la question du trouble de stress post-traumatique, je vois les réveils de troubles de stress post-traumatique. Parce que effectivement, le parallèle, au-delà de campagne de Netanyahou, tout jugement qu'on peut avoir sur le personnage et sur son gouvernement, il est évident que ça fait écho. On se retrouve avec les mêmes assassins, les islamistes, les mêmes victimes, parce que les jeunes qui se trouvaient à faire la fête à côté de Gaza jusqu'à pas d'heure, bon, ça fait penser évidemment au Bataclan et aux terrasses. C'est des jeunes qui sont des pacifistes de gauche. Alors, ça fait écho aussi, évidemment, à ces jeunes. Et le modus operandi, c'est facteur 10 ou facteur 100, mais c'est le même type de modus operandi du côté des terroristes. Et ça a eu un impact. C'est pas simplement « ah oui, ça fait penser à », mais un trouble de stress post-traumatique, pour mémoire, c'est un choc traumatique qui s'incruste plus d'un mois et qui est marqué par, en particulier, des images intrusives avec des ressassements de polarisation sur telle ou telle image d'horreur qu'on a vécue et qui revient et que vous ne pouvez pas empêcher de venir. Et puis par l'évitement, vous faites tout pour éviter que justement surgissent ces images. Alors à l'époque, on va pas au restaurant et on va évidemment plus au concert. Et puis on prend plus de transport en commun pendant très longtemps. Et là, j'ai vu et je vois encore, ils ne vont pas bien. Et ils ne vont pas bien parce que ça fait écho, évidemment, à ce qu'ils ont vécu. Vous voulez dire que c'est cette condition psychologique des survivants du 13 novembre qui légitime finalement le rapprochement de Denis Péchanski ? À moi, je le vois évidemment, très directement. Et puis, on peut parler du terrorisme, et puis singulièrement du terrorisme islamiste, puisqu'on est dans la même matrice idéologique et politique. Mais alors, une partie de l'opinion publique française, certains discours dire justement, vous l'avez dit d'ailleurs, faire la fête à côté de Gaza. On s'est demandé comment on fait la fête à côté de Gaza, autrement dit, un lieu qui est considéré comme étant un lieu clos, carcéral pratiquement. Et puis, l'autre dimension sur laquelle j'aimerais votre réaction, Denis Péchanski, c'est l'idée finalement que ces vies israéliennes, elles sont racontées aujourd'hui, puisque on les voit par exemple en une du Parisien, et on a dit voilà, les Israéliens morts sont des individus, les Palestiniens morts sont des statistiques. Oui, enfin, jamais personne n'a dit que les Palestiniens morts étaient des statistiques. Il y a une guerre qui est menée. Et une guerre qui est menée après un massacre que les Juifs du monde n'ont pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, quant à comparer terrorisme et résistance, l'historien de la Deuxième Guerre mondiale que je suis et qui a accompagné la panthéonisation de Missak Manouchian et de ses camarades résistants, ils n'ont jamais massacré des civils, ils n'ont jamais violé de femmes, ils n'ont jamais éventré des gosses. Ils n'ont jamais considéré que, en faisant tout ça, et en plus, bon, alors à l'époque évidemment ils ne pouvaient pas le filmer, mais c'est la même logique, en le montrant, on allait pouvoir gagner, réussir l'acte qu'on mène et l'engagement qu'on a. Dire, il y a aucune comparaison à avoir entre résistance et terrorisme. Mais les nazis, les collaborateurs à l'époque ont qualifié Manouchian et ceux de l'affiche rouge de terroristes. Eh oui, justement, on doit peut-être s'interroger. C'est que la seule origine du mot terrorisme pour qualifier ces combattants, et en l'occurrence là ces combattants étrangers engagés dans la résistance et dans la lutte armée à Paris, c'était les Allemands, les nazis, et c'était le régime de Vichy. Ça n'a jamais été posé dans ces termes-là par les résistants ou par la population.
L'argument qui consiste à dire finalement la question du terrorisme est une question relative. On peut être considéré un jour comme un terroriste, puis comme un libérateur un autre. Ça permet de tout justifier. Et d'abord le terrorisme. On voit bien qu'il y a des définitions quand même bien claires de ce qu'est la résistance et de ce qu'est le terrorisme. Après, il peut y avoir dans l'histoire des terroristes qui étaient des résistants qui ont sombré à un moment donné dans le terrorisme. À différentes périodes de l'histoire, on a pu connaître ça. Et là, en l'occurrence, pour la France de la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas du tout le cas. Et c'était toujours un échec. C'était toujours une erreur morale et une erreur donc politique. Je vais prendre un autre épisode de notre histoire, Denis Péchanski, l'Algérie, le FLN, par exemple. Là, que diriez-vous? Il y a eu des attentats qui ont visé des civils, il y a eu aussi des massacres commis sur ces mêmes civils. Et des massacres anti-algériens, puisque le FLN a fait un peu le nettoyage de toutes les structures qui voulaient aussi se combattre pour l'indépendance algérienne. Alors le FLN, c'était des résistants ou des terroristes? C'est un exemple des deux. Ils résistent, en fait, ils se battent, c'est un peu différent, parce qu'ils se battent pour l'indépendance algérienne. Donc la question de l'occupation se pose pas du tout dans les mêmes termes quand on est en situation coloniale depuis un siècle, plus d'un siècle, et puis quand on se retrouve évidemment occupé par les troupes allemandes pour quelques années. Donc la situation est évidemment différente pour définir ce combat. Mais ce combat anticolonial qui a pris des formes entre guillemets classiques du combat armé contre l'armée française, a pris aussi une dimension terroriste. Donc là, effectivement, on a un exemple de mixte. Et c'est pas dans l'action terroriste, et c'est pas par l'action terroriste que le FLN a gagné. Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On verra comment on construit une mémoire du terrorisme, des différentes formes de terrorisme, avec notamment ce projet donc de musée mémorial du terrorisme. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, nous sommes en compagnie de l'historien Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, en évoquant à la fois l'arc républicain qu'en vient de le faire mon camarade Jean Lémarie, et puis en regardant un calendrier, hier, autrement dit le 6 février 2024, c'était les 90 ans du 6 février 1934. Il y a 90 ans, des manifestations place de la Concorde s'achevait par un bain de sang et traumatisait la France. Cela est resté dans les mémoires comme une tentative de coup d'État de la part de l'extrême droite. J'imaginais que cela ferait beaucoup de bruit hier, cet anniversaire. Puis il y a eu très peu de choses, à l'exception d'un très bon article de Guillaume Perrault dans Le Figaro, très bon article contestable, dont on peut discuter les thèses. Guillaume Perrault disait en substance dans Le Figaro qu'il fallait comprendre ce phénomène, qu'il fallait sortir du manichéisme, qu'on ne pouvait pas voir les émeutiers d'extrême droite comme les émules de Mussolini et d'Hitler. Et je me demandais ce que vous, historien Denis Péchanski, en pensez, comment envisager ce qui s'était passé le 6 février 1934. Alors moi j'en pense deux choses. La première, c'est que c'est très facile après coup de dire que évidemment la République n'était pas en danger, que l'attaque qui était engagée contre le Palais Bourbon n'avait aucune conséquence, que la combinaison entre l'affaire Stavisky... dont il faut rappeler, oui, tenant l'affaire Stavisky. Donc on avait,
un truand qui tout simplement avait organisé une escroquerie à haut niveau. Et à haut niveau, ça voulait dire qu'il mouillait toute une série de personnalités, en particulier des élus du Parti radical socialiste qui étaient au pouvoir. Donc ça, il y avait une crise politique sur fond de crise économique. Sur fond d'antisémitisme aussi. Sur fond d'antisémitisme. Stavisky était juif. Stavisky était juif, donc évidemment, et l'action française, Maurras était en première ligne avec Tétinger et ses jeunesses patriotes. Ils étaient en première ligne pour dénoncer le juif qui était derrière cette affaire. Et comme Stavisky s'est suicidé, dans la foulée, on a tout de suite, le complotisme n'est pas d'aujourd'hui, développé la thèse qu'on l'avait suicidé. Et qu'on l'avait suicidé pour cacher la réalité de la crise profonde qui minait, en fait, la France. Et je dis pas la République, parce que justement, l'Action française disait que la seule solution, c'était de revenir à la monarchie sur des bases autoritaires et d'extrême droite. Donc ça, c'est la première dimension, c'est que il aurait pu se passer autre chose. Et j'aurais pu l'expliquer très bien. Bon. Mais en même temps, on a évidemment, parce que c'est construit dans la foulée, une grande contre-offensive antifasciste, des premières manifestations, des manifestations qui, avant même l'accord entre la SFIO et le Parti communiste, ont marqué un rapprochement à la base. Et qu'ensuite, il y a eu un tournant politique, d'abord par Staline et évidemment par le Parti communiste français en relais, et qu'on va déboucher sur le Front populaire. Donc on a là une histoire qui se construit tout à fait logiquement et qui va exacerber ce qui s'est passé. Donc il y a un mélange des deux, et bon, on continue à progresser. La thèse qui est présentée dans cet article du Figaro reprend pour beaucoup un ouvrage important qui vient de sortir, qui est de Olivier Dard et de Philippet, et qui vraiment fait le point sur le sujet, en même temps qui insiste beaucoup pour minorer ce qui s'est passé, alors que tout de même on avait des ligues qui étaient là pour en découdre et pour renverser la gueuse, la République. Jean Lémarie. Est-ce à dire que très vite, l'interprétation politique de l'événement dépasse l'événement lui-même en 1934 ? Eh ben, c'est toujours la même chose en histoire, c'est que la représentation de l'événement prend statut d'événement. Il y a l'événement tel qu'il s'est déroulé, et puis il y a l'analyse qu'on en fait qui va prendre statut d'événement parce qu'il va agir sur le réel. On a ça à chaque moment. On doit toujours s'interroger, dans la suite de mon ami et regretté Pierre Laborie, l'historien, sur les fonctionnements de l'opinion et comment, encore une fois, ce qui compte dans la situation, c'est moins l'événement lui-même que sa représentation, soit dans les élites politiques, soit dans la société. C'est ça qui agit sur le réel. Mais justement, à cet égard, Denis Péchanski, il y a un télescopage, une concordance des temps, dirait notre camarade Jean-Noël Jeannet, tout simplement parce que ce 6 février 1934, où on essaye d'en venir à la fin de la démocratie, disent les uns, ça arrive sur fond de crise sociale, sur fond d'hausse des prix, de crise économique importante. Cela renvoie à d'autres tentatives. On pense aussi au 6 janvier 2021, au Capitole aux États-Unis. Bref, est-ce ainsi que les démocraties finissent? Est-ce que c'est légitime de considérer que les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps qui peuvent rappeler ce qui s'est passé le 6 février 1934? Alors, inversement, de toujours chercher dans le présent une sorte de réplique d'un passé, moi je me méfie comme historien de ce type de parallèle. En revanche, l'histoire est là pour nous instruire dans la compréhension du présent et pour ceux qui sont engagés dans leur engagement même. Mais alors justement, qu'est-ce que nous enseigne le 6 février 1934 à cet égard? Comment est donc les ligues, comment la frange la plus extrême de
l'échiquier politique d'alors a réussi à tirer profit des errements des politiciens? Et parce que vous avez une combinatoire entre une histoire longue de l'extrême droite française qui, sous des formes diverses, retrouve les mêmes logiques d'exclusion et de remise en cause de la République et de ses fondements, jusqu'à toujours chercher le responsable ou les responsables à une crise. Bon, et là, il y a une combinatoire entre cette histoire longue et une crise multiforme, morale, d'abord économique. Hein, c'est la crise de 29 qui arrive en France en 31, et donc avec chômage qui touche tout le monde, ce qui fait que l'écoute est beaucoup plus facile au discours qui dénonce les élites responsables de cette crise. Et puis toujours dans cette revue de presse que l'on peut faire, qui fait écho à ce que l'on a aujourd'hui en matière d'événements présents, cet hommage qui va être rendu aux invalides par le président de la République aux victimes juives des attaques du 7 octobre, je me dis qu'évidemment, on ne peut pas mettre de côté la mémoire française de l'antisémitisme et par exemple cette série d'articles dans le journal Le Monde sur les pratiques zélées du Conseil d'État vis-à-vis des Juifs sous le régime de Vichy. C'est sous la plume de Franck Johannes. Le Monde explique comment les Juifs ont été exclus de toute la fonction publique et comment le Conseil d'État, qui est donc normalement le garant de la loi, a été une institution impitoyable, plus impitoyable encore que le commissariat général aux questions juives, Denis Péchanski. Je n'irai pas jusque-là. Ça, c'est une forme de caricature. En revanche, ça a eu des conséquences peut-être plus importantes parce qu'on touche du doigt la responsabilité du régime de Vichy et de l'État français, qui fournit une autorité française, d'une certaine façon, à ses fonctionnaires, à ses parafonctionnaires, et puis aux structures dépendantes. Et d'autant plus quand ces structures en rajoutent. Et c'est le cas du Conseil d'État dans la mise en œuvre, par exemple, du statut des Juifs qui interdit aux Juifs, à l'initiative française, aucune pression allemande, qui interdit aux Juifs la fonction publique et toute une série de professions, et puis qui ensuite organise, entre guillemets, l'arianisation, c'est-à-dire la spoliation de ces Juifs. Tout ça, ça s'accompagne évidemment de mise au point juridique. Et depuis la thèse déjà ancienne, plusieurs décennies, absolument remarquable de Jean-Marc Coucq sur le Conseil d'État. 1990. Voilà, on sait quand même. On sait. Que vous le savez. Oui, mais c'est bien que le monde en parle. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête de dire ah oui, révélation sur un sujet. En revanche, actualisation du sujet, j'aime bien. Je vous trouve un peu dur, Denis Péchanski, parce que ce sont des questions complexes. Il est normal qu'il y ait un décalage entre le temps de la recherche, le vôtre, et le temps de la médiatisation, pour montrer qu'un certain nombre de remparts, puisque là aussi, ça fait écho à ce que nous vivons. Le Conseil constitutionnel, les conseils constitutionnels sont toujours attaqués. Ils le sont en France, mon camarade Jean Lémarie l'a dit, ils le sont en Israël. Netanyahou n'a eu de cesse de s'en prendre au Conseil constitutionnel. Et c'est important de rappeler que ce que l'on considère comme étant des gardiens de la démocratie peuvent se livrer aux plus viles besognes. Et à l'inverse, remarquez comment ces gardiens de la Constitution et de la démocratie peuvent être des garde-fous majeurs face à des offensives comme celle qui était et qui continue à être celle de Netanyahou. Il a perdu, tout simplement, face à la Cour suprême. Donc, on a cette ambiguïté, cette ambivalence, et c'est vrai que, alors, c'est caricaturé, mais je veux simplement pointer que c'était une question qui était déjà bien connue, qu'à chaque fois on va trouver de nouveaux documents, et ça c'est le principe de la recherche historique. Sur Manouchian, on a trouvé des nouveaux documents, mais en masse, là, dans la panthéonisation, on a pu reconstituer comme ça le puzzle de sa vie et de l'engagement de ses camarades, comme Reimann, comme
comme tant d'autres. Il faut dire quelques mots sur Reymann et sur Lamoille, auquel vous avez consacré un livre, Denis Péchanski. J'ai consacré quelques livres. Donc le dernier, c'est chez Textuel, là, un livre où, pour accompagner la panthéonisation avec mes complices et collègues Claire Mouradian et Astrid Attamian, on a consacré un livre donc à celui qui va rentrer au Panthéon avec ses camarades de résistance, c'est-à-dire Amisak Manouchian, qui est d'abord un orphelin du génocide. Et moi, ce qui m'intéresse... Arménien, pardon. Non, je veux vous faire dire les choses pour que les jeunes qui nous écoutent et pour que vous nous disiez ce qu'est Lamoille, la main d'œuvre. C'est fondamental. Je veux dire, là, l'hommage qui va être rendu le 21 février, c'est un hommage, bien sûr, à Manouchian comme un symbole, parce que d'abord de par son engagement, mais aussi parce que lui, le poète, a rencontré deux autres poètes après sa mort, et il a été sublimé par Aragon et Léo Ferré, ce qui fait que Manouchian est rentré dans la mémoire collective dans les années 50, et va rentrer au Panthéon en 2024. C'est le premier résistant étranger. Voilà, Lamoille, ce sont les résistants étrangers, c'est ça que je voulais vous faire dire. Ah mais il faut... Non mais je voulais vous le faire dire parce texte, Guillaume, je voulais vous le faire dire pour que on entende aussi que parmi les résistants français, parmi ceux qu'on a honorés, qu'on a fait rentrer au Panthéon, on a fait rentrer, bien sûr, Jean Moulin, et il a toute sa place, mais aujourd'hui, ceux qu'on va faire rentrer avec, disons, un certain temps de retard, ce sont ces résistants étrangers qui, eux aussi, ont péri. Certains étaient juifs, on pourrait dire qu'ils n'avaient pas le choix, d'autres étaient arméniens, ils avaient le choix. Mais tous avaient le choix, parce qu'ils pouvaient aussi ne pas prendre les armes. Ils pouvaient essayer de se sauver. Bon, c'était déjà une forme de résistance pour les Juifs. C'était évidemment, eux étaient menacés. Mais ce qui m'intéresse dans ce groupe d'étrangers qui va mener la lutte armée à Paris, parce que c'est ceux-là qui sont onérés, on avait les deux composantes dans la main-d'œuvre immigrée, la MOI, une structure qui a été mise en place par le Parti communiste dans la suite de la Première Guerre mondiale, où la France était saignée. Le Parti communiste va d'abord, c'est des millions de personnes qui vont arriver pour reconstruire la France, des millions d'étrangers, dont Manouchian en 24. Et là, il s'agit à la fois de se protéger évidemment de la concurrence potentielle salariale, et en même temps de se renforcer dans un parti qui est un parti internationaliste. Et la force du PC à ce moment-là, en années 20, années 30, c'est d'offrir un vecteur d'intégration dans la société française, tout en laissant par des groupes de langues une structuration propre à chacune de ces nationalités, entre guillemets, mais avec une convergence identitaire qui est au cœur de la définition même de l'engagement de ces combattants. C'est-à-dire que Manouchian, lui, il est arménien, évidemment, marqué par le génocide des Arméniens, il a perdu son père, les armes à la main, ce qui, évidemment, peut expliquer aussi son engagement après les armes à la main à lui, son fils, il perd sa mère, d'épuisement et de privation, il va se retrouver dans un orphelinat, il va baigner, parce que c'est un orphelinat sous mandat français, après l'écroulement de l'Empire ottoman qui suit la Première Guerre mondiale, il va se retrouver dans un bain, en quelque sorte, à la fois arménien et français, et il va s'imprégner des grands auteurs français, de la littérature française, et comme tous les autres étrangers qui vont se retrouver dans les FTP, MOI, les Juifs d'Europe centrale et orientale et les Italiens, qui étaient les deux composantes principales de ces combattants étrangers qui mènent la lutte armée à Paris, mais aussi les Arméniens, mais aussi des Espagnols. Ils se retrouvent ensemble, ça ne pose strictement aucun problème. Et ils ont une pluralité d'identités, avec, par exemple, pour les Juifs, bien entendu, la singularité d'être confrontés là à un danger de mort immédiat, aussi comme Juifs, avec la mise en œuvre de la solution finale, et une combinaison entre Vichy et l'occupant, parce que le Juif
est considéré comme à l'origine de l'effondrement français, au même titre que l'étranger et le communiste. Donc là, on est dans une thématique qui les menace très, très directement, et ils se retrouvent ensemble dans ces groupements. Mais ça ne pose aucun problème, parce ils partagent aussi un amour de la France. Alors c'est pas l'amour de la France de Vichy, c'est l'amour de la France de la Révolution française, des droits de l'homme, évidemment du siècle des Lumières. Et c'est ce que va porter Manouchian lui-même, dont j'ai découvert il y a 1 an qu'il avait demandé 2 fois la nationalité française, en 1933 et en 1940. Donc, et quand vous lisez, toujours à un moment de très grande émotion, vous lisez les dernières lettres de fusillés, eh bien toutes, je pense à Celestino Alfonso, je pense évidemment à Reimann ou à Goldberg et autres, on a un « Vive la France » ou bien une référence d'amour à la France. Enfin, là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que c'est le socle partagé, le socle des valeurs qui va leur permettre aussi de combiner leur identité. On est dans une convergence identitaire et non pas dans l'assignation à résidence dans des petites cases communautaristes. Denis Péchanski, il se passe quelque chose de très étrange. Le 27 janvier, on commémorait la libération des camps. C'est devenu là aussi une date importante dans le calendrier de la mémoire. Et de plus en plus, la Shoah est devenue un symbole absolu, un symbole parfois instrumentalisé. Il a été par exemple dans le cas de l'invasion russe en Ukraine où on a assimilé les Ukrainiens aux nazis. Il est aussi devenu un symbole que certains tentent de retourner contre des Juifs ou contre les Israéliens, puisque certains assimilent les Israéliens à des nazis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là aussi, le fait d'avoir travaillé comme historien, d'avoir œuvré pour la mémoire, de voir cette mémoire finalement aujourd'hui à la fois présente et à la fois extrêmement instrumentalisée ou manipulée. Ça me conforte dans l'idée que, à côté de l'histoire, des faits, mais bon, et puis des analyses très approfondies qu'on peut mener sur, par exemple, la Shoah ou bien le sort des Juifs dans l'entre-deux-guerres, ou bien d'autres sujets, la mémoire est objet d'histoire, est un objet fondamental. La façon dont la mémoire d'un événement rentre aussi dans la construction d'un événement historique. Pour prendre un tout autre exemple, en janvier 2015, on a la plus grande manifestation de tous les temps qui se déroule à Paris et dans toute la France, le 11 janvier 2015, après les attentats, Charlie Hebdo, Hypercacher, la mort de la jeune policière de Montrouge, la plus grande manifestation de tous les temps. Et les gens qui se mobilisent dans la rue, ils se mobilisent au nom des valeurs héritées de la Révolution française. Et ils disent, nous sommes là comme solidaires des Juifs, moins que, évidemment, de Charlie Hebdo, des journalistes. Moi, j'ai surtout Charlie Hebdo, bien entendu. Secondairement des Juifs et des policiers. Beaucoup se sont dit que s'il n'y avait eu que les attentats de l'Hypercacher... On va pas refaire l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on se mobilise là au nom des valeurs héritées de la Révolution française. Ça veut dire que non seulement la mémoire évolue avec le temps, voilà, bon, et c'est intéressant de repérer les régimes mémoriels successifs, mais en plus, la mémoire intervient dans le présent, est mobilisée, elle est sollicitée pour agir. Bon. On va retrouver la même chose sur le 13 novembre 2015, sauf que le 13 novembre 2015, oui, ce sont les mêmes valeurs qui sont mobilisées, mais là, on est tous concernés. C'est pas simplement pour défendre les autres, c'est parce que le 13 novembre, soit on a des gosses qui sont de l'âge de ceux qui sont morts, mais soit on est de l'âge de ceux qui sont morts. Donc on voit bien que toute la société est visée. Mais on va chercher dans la mémoire de quoi se mobiliser pour réagir face à l'attentat islamiste. Ce
qui se passe n'entame pas votre détermination, conclusion, Denis Péchanski, le fait de voir cette mémoire, alors amnésie, oubli, instrumentalisation, tout cela? Ben, je vais pas vous dire ça alors que je suis dans le comité de soutien à la panthéonisation de Manouchian, présidé par Jean-Pierre Sacoun et l'Unité laïque, et qu'on a eu un relais, et que Manouchian, premier résistant étranger, premier résistant communiste, va rentrer au Panthéon, que les 23 de la fiche rouge vont être honorés officiellement, parce que leur nom va être inscrit en lettres d'or à côté du caveau numéro 13, parce que le président de la République a annoncé quelque chose dont on parle malheureusement peu, c'est-à-dire la reconnaissance de tous les résistants étrangers, de tous les otages étrangers qui ont été fusillés par les Allemands, parce que quand on a découvert, ça a été un déclic terrible. D'abord, moi qui connais normalement un peu le sujet, mais pas celui-là, et quand on a la même chose, évidemment, quand ça remonte à l'Élysée, ça fait plus de bruit que moi quand on tombe de l'armoire. Et quand on découvre qu'au Mont-Valérien, sur les 185 étrangers qui ont été exécutés sur 1000, ce qui est une bonne proportion, hein. Il y avait beaucoup, beaucoup moins d'étrangers en proportion en France. Près de 20%, sur les 185. Il y en avait 92 qui n'étaient pas encore dits morts pour la France. Et ça, c'est une vraie révolution mémorielle. Merci beaucoup, Denis Péchanski, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes historien et directeur de recherche au CNRS.